Parce que, comme vous venez de le dire, c'était le pire cauchemar qu'il soit pour le régime kievien. C'est que Russes et Américains se parlent. De toute façon, c'est déjà engagé. Ils avaient déjà commencé à échanger à Riyad sur des sujets qui n'étaient pas directement l'Ukraine, mais déjà le simple fait de se reparler à nouveau. Il faut savoir qu'avec l'équipe de Biden, l'ensemble des ponts étaient rompus entre les États-Unis et la Russie. Donc il fallait déjà reprendre un échange et puis ensuite maintenant commencer à entrer dans le vif du sujet avec des négociations. Il n'y a pas de négociation directe pour l'instant entre la Russie et l'Ukraine. Ça va mettre du temps. Marco Rubio, le secrétaire d'État, vient de dire qu'il n'y aura pas d'accord de paix avant un bon moment entre la Russie et l'Ukraine. Mais par contre, aujourd'hui, l'Amérique de Trump est l'intermédiaire et donc échange tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, et essaie de faire converger les points de vue. On a pu se rendre compte combien c'était difficile, par exemple avec la violation manifeste, mais on y reviendra peut-être, par l'Ukraine, des accords sur les centres énergétiques. Et maintenant, nous parlons d'accords de paix, enfin d'accords de paix, non, de cessez-le-feu en tous les cas sur les mers, et en particulier sur la mer Noire, ce qui évidemment changerait la donne. Après l'énergie, ce serait la mer Noire, c'est-à-dire les voies fluviales, c'est-à-dire le rétablissement finalement des voies maritimes, à la condition expresse évidemment que l'aspect commercial ne vienne pas masquer des livraisons d'armes et des activités militaires en mer Noire. Donc il y a des avancées indéniablement. Et oui, c'est le pire cauchemar de Zelensky et des Ukrainiens de Kiev, c'est évidemment que eh bien il y a à nouveau des échanges et peut-être eh bien moins de sanctions, une levée des sanctions, parce que c'est évident, ce que veut d'abord Trump dans cette affaire, c'est refaire du business et refaire du business aussi avec la Russie, et pour lui c'est essentiel, ça passe avant toute chose, ce qui veut dire qu'il faudra lever des sanctions petit à petit. Les États-Unis le feront. Est-ce que l'Europe ne suivra pas? L'Europe ira-t-elle jusqu'au bout de son suicide quand on sait déjà qu'elle a subi, elle, les conséquences les plus lourdes des sanctions, justement. On parle même de la possibilité, j'écoutais la conférence de presse entre Macron et Zelensky. Zelensky exige toujours que les avoirs gelés de la Banque centrale russe soient mis à leur disposition pour se réarmer, ce qui est une pure folie, évidemment, si l'Europe accepte une telle chose. Parce que, tout simplement, je pense que Kiev, Zelensky, fait la politique qui continue à lui être dictée par les Européens, qui eux-mêmes recevaient précédemment leurs ordres des néoconservateurs et des démocrates quand ils étaient au pouvoir, c'est-à-dire l'équipe de Biden. Je pense que les Européens et le proxy Zelensky continuent cette politique, et donc il faut mettre des bâtons dans les roues aux efforts de négociation de Trump. C'est une façon, je crois, de s'opposer toujours. Sur le plan intérieur, les démocrates n'ont plus la capacité aujourd'hui de s'opposer à Trump, au moins jusqu'au mi-terme qui ont lieu dans 1 an et demi. Par contre, sur les affaires internationales, on met des pots de banane pour éviter les accords. Ça continue, c'est toujours la même chose. Je dirais que là, l'Union européenne et Macron ont mangé leur chapeau. C'est une terrible humiliation. Je pense que c'est très simple à expliquer. C'est-à-dire que les Américains leur ont dit vos troupes de maintien de la paix, vous faites une croix dessus, parce que de toute façon, tant que vous tiendrez sur cette ligne, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Donc vous arrêtez maintenant à vouloir essayer de mettre un pied dans la porte des négociations. C'est une obstruction. Je pense qu'il y a dû y avoir des explications extrêmement sévères entre les équipes Trump et l'Union européenne et Starmer et Macron pour leur dire ça suffit maintenant ces provocations, en disant que dès qu'un cessez-le-feu militaire sur le terrain serait obtenu, vous allez envoyer des troupes. C'est un chiffon
rouge contre la politique d'apaisement. Et ça, évidemment, Poutine a dû être extrêmement clair avec ses interlocuteurs américains. Et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, les Russes disent aujourd'hui que les contacts avec les équipes de négociation américaines ont été très fructueux. Ça va bien au-delà de la mer Noire, ça va bien au-delà des centres énergétiques. C'est-à-dire qu'ils ont, à mon avis, obtenu ce qui était essentiel et qui était un obstacle évident, c'est-à-dire de voir des troupes de l'OTAN en Ukraine sur un cessez-le-feu, alors que ces mêmes pays européens, j'entendais Macron il y a un quart d'heure expliquer qu'il y aurait une ligne de front, un cessez-le-feu et des territoires occupés, puisqu'on va parler de territoires occupés, on va retrouver les mêmes vocabulaires que ce qu'il y avait au Proche-Orient, donc c'est-à-dire un conflit qui peut ressurgir à tout moment, mais cette fois-ci avec des troupes de l'OTAN et des troupes européennes. Donc ça c'est un élément majeur, je dirais, s'il est bien confirmé, si nous comprenons bien ce qui a été déterminé, c'est-à-dire que l'Union européenne et la France a mangé son chapeau. Il n'y aura pas de troupes. Alors quelles autres garanties de sécurité? Je pense que là, il va falloir qu'il soit très imaginatif. Si c'est pour garantir, par exemple, la couverture, une neutralité sur la couverture du ciel, on sait que c'était aussi considéré comme un casus belli par la Russie. Bon, de toute façon, ils vont essayer par tous les moyens de continuer à mettre des obstacles et à tester les volontés des uns et des autres d'un réel cessez-le-feu. Mais néanmoins, on peut dire que là, c'est un franc succès pour la diplomatie russe et pour la diplomatie américaine d'avoir imposé à ses alliés turbulents d'arrêter ces provocations.